Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Je mets ma montre pour contrôler le timing. Alors, les contenus éditoriaux, c'est donc le thème de la réflexion. Je n'aime pas d'ailleurs tellement le mot de contenu qui a un côté un peu technique. Alors, quelles sont les questions? Bon, quand je parle ici de dictionnaire numérique, mais je crois que c'était le cas aussi des autres conférenciers, c'est dictionnaire au sens large, c'est-à-dire en fait ouvrage de référence. Ça peut englober les dictionnaires bilingues, les dictionnaires encyclopédiques, les thésaurus, les dictionnaires terminologiques, etc. Bien sûr, on a plus en tête le modèle du dictionnaire de langue qui reste un petit peu au milieu de ce dispositif. J'essaierai il y a évidemment beaucoup de points de vue pour aborder ces questions, puisque donc l'arrivée du dictionnaire numérique, qui d'ailleurs n'est pas toute récente, pose beaucoup de questions. Et donc, l'idée est de voir un petit peu comment aborder tout ça. Il y a le point de vue de l'éditeur, il y a le point de vue de l'utilisateur, il y a le point de vue du lexicographe. Tous ces points de vue doivent être pris en compte. Et la grande question, au fond, c'est de dire il y a un changement de paradigme avec l'édition numérique, et il y a donc qui est multiple à tous les niveaux. Il y a notamment deux changements quand même fondamentaux par rapport à l'histoire du dictionnaire. C'est le fait qu'il n'y a plus de limitation de place et le fait qu'on dispose en édition numérique de fonctions de recherche. Donc toute l'histoire des dictionnaires, évidemment, a été conditionnée jusqu'à présent sur, entre autres, ces deux aspects, puisqu'on peut dire que d'une certaine façon, la possibilité de faire des recherches grâce à l'ordinateur pourrait rendre caduque l'ordre alphabétique qui est le fondement même du dictionnaire. Donc la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces nouvelles possibilités, qu'est-ce qu'on va mettre dans les dictionnaires numériques, pour qui, pourquoi faire. C'est ça, toutes ces questions. Et quelle est la valeur ajoutée, finalement, que peut avoir un dictionnaire numérique par rapport à un dictionnaire papier. Et donc, sur les contenus, quelle nature de contenu, quel type de contenu on peut mettre dans un dictionnaire numérique? Qu'est-ce que c'est qu'un contenu vraiment? Quel contenu, mais surtout pour quels usages, qui est une question fondamentale, c'est-à-dire pourquoi faire? Combien de contenu? La quantité de contenu, puisque donc on n'a plus de limitation de place, évidemment, c'est la question fondamentale, et tout le monde a en tête le modèle de Wikipédia, qui est une sorte de contenu infini quantitativement. Quelle source des contenus? D'où vont venir les contenus? Est-ce qu'ils vont toujours être créés par des lexicographes, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour alimenter les dictionnaires? C'est aussi une question très importante. Et surtout, la question la plus difficile, à laquelle malheureusement je ne pourrais pas répondre en quelques minutes, c'est quel modèle de dictionnaire numérique, quel modèle éditorial en termes de microstructure, macrostructure, on peut créer pour concevoir de nouveaux objets qu'on appellera sans doute encore dictionnaires, ou peut-être pas, mais en tout cas, quel modèle de conception on peut aborder. Donc, le point de départ, c'est vraiment de dire, n'oublions pas que le dictionnaire est avant tout un outil, donc il est fait d'une certaine façon pour accomplir un certain nombre de choses, et donc, quelle peut être la forme de cet outil en édition numérique? Alors, un historique en un seul écran, du papier numérique, donc plus de 20 ans d'évolution, ça fait donc déjà plus de 20 ans que l'édition numérique a commencé pour les dictionnaires. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les dictionnaires ont été parmi les tout premiers livres à passer au numérique, tout simplement parce que le fondement de l'utilisation des dictionnaires, c'est la recherche, et donc immédiatement, les précurseurs ont compris immédiatement que l'utilisation de l'informatique permettait justement de changer complètement la façon de rechercher. Donc ça a commencé, disons, dans les années vers 1989, où est parue la première encyclopédie Hachette, Zizomis, en CD-ROM, le Grand Robert électronique. Ce que je vais essayer de montrer juste sur ce transparent, c'est surtout l'évolution des types de contenus, enfin tous les changements de paradigme progressifs. Donc les premiers CD-ROM dans les années 89, ça a amené déjà un certain nombre de choses, des fonctionnalités. Donc le dictionnaire est passé d'un objet statique à un objet dynamique dans lequel on pouvait faire quelque chose. Des choses un petit peu nouvelles, les conjugaisons, par exemple la possibilité de conjuguer tous les verbes d'un dictionnaire. Donc
Et puis la navigation hypertexte aussi, qui a été pratiquement dès le départ dans les premiers dictionnaires numériques. La navigation hypertexte est quelque chose d'absolument fondamental. Ensuite, il y a eu une évolution très rapide au début des années 90 avec les premières grandes encyclopédies numériques. Microsoft, celle de Microsoft, ensuite celle de Hachette, celle de Larousse et d'autres qui ont connu un très grand succès pendant presque une bonne dizaine d'années. C'était donc très populaire et là, ce qui est arrivé de nouveau, c'est le multimédia, les vidéos, les sons, les images, des fonctions de recherche plus élaborées. On a commencé à voir apparaître dans les dictionnaires numériques d'autres types de contenus justement, comme par exemple des supports de cours pour les étudiants ou pour les écoliers. Ensuite, l'étape suivante, vous voyez que ça s'est passé en 20 ans, mais il y a déjà eu plusieurs petites révolutions, si je peux dire, dans le domaine. Dans les années 2000, c'est évidemment la popularisation d'Internet, l'arrivée de Wikipédia qui est montée très très rapidement en puissance. Et là, ce qui est arrivé, c'est donc la consultation en ligne, les dictionnaires gratuits, qui a complètement bouleversé le paysage aussi, en tout cas la perception, l'extension des contenus, donc tout à coup, vraiment, il n'y avait plus de limite de place, et tout ce qui concerne la mise à jour, l'interactivité. Donc là, il y a vraiment encore une étape importante qui a été franchie en termes de taille, de support, etc. Ensuite, dans les années 2008, est apparu donc les supports de type mobile, où là, la valeur ajoutée qui a été apportée au dictionnaire numérique, c'est vraiment la mobilité. Donc on est revenu d'une certaine façon à quelque chose de plus, à un objet, enfin quelque chose qui ressemble déjà plus à un objet. Et donc plus récemment, dans les années 2011, la popularisation des liseuses, dans lesquelles les dictionnaires ne sont pas encore très, très implantés, mais qui, je pense, introduisent un changement de paradigme tout à fait important, qui est que le dictionnaire peut ou va s'intégrer en fait à un système de lecture. Donc le dictionnaire n'est plus un objet que l'on va consulter en dehors d'un contexte d'utilisation, il se fusionne en fait à son contexte d'utilisation. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important dans l'avenir, je pense, des dictionnaires numériques, le fait qu'ils soient intégrés à un contexte d'utilisation, en l'occurrence la lecture d'un livre. Alors un petit rappel, mais ce sont en apparence des évidences, mais c'est très important à mon avis. Dans l'histoire des dictionnaires, il y a une variété absolument considérable de dictionnaires. Là, je vous en donne un petit aperçu, extrait simplement du catalogue du Robert, sans vouloir faire de publicité. Alors on peut se dire, finalement avec les dictionnaires papier, les contenus sont éparpillés, il y a des synonymes par ici, des expressions par là, il y a toutes sortes de choses dans des dictionnaires. Avec le numérique, c'est facile, on va tout mettre ensemble et on va rassembler tous ces contenus. En fait, à mon avis, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça l'idée, parce que l'histoire des dictionnaires, en fait, ne s'est pas faite, contrairement à ce qu'on peut penser, par rapport à la contrainte du support, puisqu'on a bien vu ce matin qu'il a existé des très très grands dictionnaires depuis même pratiquement le début des grands dictionnaires. Donc, le problème de la place, de la limitation du papier, a jamais été vraiment un obstacle. En fait, ce qu'il faut rappeler, tout simplement, c'est que les dictionnaires tels que nous les connaissons sont des objets éditoriaux et très éditorialisés. C'est donc un objet éditorial, c'est quoi ? C'est un objet dans lequel quelqu'un s'est posé la question au départ en disant quel format, quel prix, quel public, quel usage, qui sont les questions fondamentales que se pose un éditeur. Et ce sont ces questions qui ont en fait permis une explosion, enfin une diversité des dictionnaires. Et je pense que ça serait une erreur de faire table rase de cette expérience dans le domaine des dictionnaires numériques. Il faut continuer à se poser ces questions qui sont les bonnes questions. Et bien sûr, il faut comprendre aussi que les dictionnaires ont depuis toujours des buts tout à fait précis, qui peuvent être des buts pédagogiques, mais aussi des buts normatifs. Donc ils sont vraiment orientés vers un usage. Alors, quelques points sur la nature des contenus. Quel type de contenu ? Alors, dans les dictionnaires papier et déjà numériques, puisque je pense que tout le monde ici, on a déjà manipulé depuis un certain temps. Donc, bien sûr, dans l'histoire des dictionnaires, ce sont avant tout les contenus textuels qui sont prédominants. Donc, ça peut être des articles du dictionnaire, des développements, des encadrés, des notices, des glossaires, des bibliographies, donc tout ce qui est contenu textuel.
Les dictionnaires ont également l'habitude de mettre ce qu'on peut appeler des annexes, des tableaux, ça peut être une chronologie, des tableaux de conjugaison, etc. Donc toutes sortes de contenus périphériques au dictionnaire, qui peuvent être d'ailleurs en liaison avec lui. Des images, ça existe dans les dictionnaires papier depuis longtemps, donc des illustrations, des photos, des planches illustrées, des infographies, des images, quand j'appelle les images néerlandaises, c'est de type dictionnaire visuel. Tous ces objets, tous ces types de contenus existent depuis longtemps dans les dictionnaires papier, et bien sûr, ils existent déjà dans les dictionnaires numériques. Après, le multimédia, bien sûr, peut apporter des choses comme les vidéos, des animations, des sons, des prononciations, donc tout ce qui est audio et vidéo. Il peut apporter d'autres types d'accompagnement, comme des didacticiels, des guides, quelque chose qu'on peut qualifier d'un espace personnel. Tout ça, c'est des choses qui existaient déjà dans les encyclopédies des années 90. Tout ce qui concerne les faits et chiffres, ce que j'appelle les faits et chiffres, les tableaux, des statistiques, etc. Ça peut être des liens Internet. Donc, il y a déjà, en fait, aujourd'hui, dans les dictionnaires numériques, tout un ensemble de contenus issus des dictionnaires papier ou qui ont déjà été introduits depuis déjà un certain temps dans l'édition numérique. Ce sont des choses que l'on connaît. Donc, quelques exemples très rapidement. Dans Le Petit Robert, par exemple, dans la version numérique qui est parue en 1996, il y a déjà, depuis l'origine, des prononciations de mots, des notices complémentaires sur les familles étymologiques, un dictionnaire des auteurs, un index d'expression-locution, des fonctions comme la navigation hypertexte, le plan des articles, etc. Donc, ce sont des choses qu'on connaît déjà. Un deuxième exemple dans la version web du Dixel, qui est la version web du dictionnaire qui s'appelle le Robert Illustré, il y a déjà en fait beaucoup de contenus qui sont supplémentaires à l'édition papier. Donc les éditeurs ont déjà bien intégré le fait qu'il y avait des choses qui étaient dans l'édition papier, il y avait des choses supplémentaires dans l'édition numérique. C'est des choses qui sont déjà bien entérinées dans les pratiques. Donc, par exemple, dans ce dictionnaire, il y a beaucoup plus d'images, il y a une chronologie qui n'est pas dans le papier, il y a un atlas interactif sur lequel on peut cliquer sur les cartes, il y a un annuaire de site internet, il y a un dictionnaire de citations, des dossiers thématiques, des notices détaillées sur les verbes, etc. Et typiquement, d'ailleurs, sur ce projet-là, il y a eu un vrai travail de réflexion pour se demander justement qu'est-ce qui serait vraiment intéressant de mettre dans la version numérique par rapport à un public qu'on avait essayé d'identifier, qui est donc le public du Robert Illustré. Donc c'est un dictionnaire familial, grand public, encyclopédique, et on a essayé de passer beaucoup de temps pour vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on mettrait, qu'est-ce qu'on ne mettrait pas dans la version numérique, qu'est-ce qui correspondait au public en termes de volume d'informations, etc. C'est un objet qui est relativement éditorialisé. Un autre exemple que vous connaissez bien, Antidote. Ici, dans la version iPad, donc là, vous voyez aussi, si vous le connaissez, que autour d'un mot, il y a beaucoup de contenus qui sont proposés en colonne de droite. Des choses intéressantes, c'est d'une part le fait qu'il y a, par exemple, une notion de corpus qui est intégrée en Antidote, et il y a une notion d'ouverture, c'est-à-dire qu'à partir d'un titre du dictionnaire, il y a une ouverture, par exemple, sur Wikipédia, qui ne fait pas l'objet, me semble-t-il, d'une sélection éditoriale, mais en tout cas, c'est une passerelle vers des contenus Internet, j'en reparlerai. Donc, il y a des types de contenus là, qui commencent à être un petit peu aussi différents et peut-être plus ouverts par rapport à ce qu'on peut... disons, on sort un petit peu de l'objet qui est à 100% éditorialisé, on commence à intégrer des choses qui sont plus de l'ordre du lien Internet ou du traitement automatique, j'y reviendrai. Un autre exemple qui n'est pas encore très connu, mais que je trouve assez remarquable, c'est un dictionnaire qui est sur Internet, qui est un dictionnaire uniquement composé de vidéos. C'est un dictionnaire en langue des signes, et c'est un dictionnaire qui a l'originalité de donner des définitions en langue des signes d'un certain nombre de mots. Et c'est un dictionnaire collaboratif. Donc c'est un dictionnaire purement vidéo, donc bien sûr qui est d'un genre totalement nouveau, sans équivalent papier. Ça donne une idée aussi de genre de choses qu'on peut faire, sachant que, on a été en contact, c'est un projet extraordinairement difficile à concevoir parce que faire des définitions en vidéo, c'est un challenge assez important, plus bien sûr
disons, le coût de production que ça représente, qui est un effort absolument colossal. Alors on peut déjà remarquer par rapport à des choses que l'on connaît déjà, qu'il y a bien sûr un changement de modalité très important dans la nature des objets qui sont dans des dictionnaires numériques par rapport à des choses classiques, disons, dans un dictionnaire papier. Pour donner quelques exemples, une image donc simple, ce que j'appelle une image simple, une illustration dans un dictionnaire papier, pourra devenir en version numérique une image interactive sur laquelle on peut éventuellement cliquer, zoomer, voir un détail. Une image avec un système de légendage, comme dans le dictionnaire visuel. L'image aussi pourra être utilisée à plusieurs endroits du dictionnaire, donc la même image pourra servir à illustrer plusieurs entrées du dictionnaire, aussi c'est important. Pour les cartes d'un atlas, c'est pareil, on passe d'une carte statique à une carte interactive, éventuellement vectorielle, éventuellement personnalisable. On peut afficher ou ne pas afficher certaines informations sur la carte, donc ça devient un objet très dynamique. Les infographies qui existent dans certains dictionnaires imprimés ont leur pendant numérique sous forme d'animation, de 3D, de vidéo. Le texte, en fait, le texte simple, le texte de base d'un article du dictionnaire qui, par définition, est figé dans une version papier, peut devenir non seulement un texte évolutif, c'est-à-dire qui est mis à jour. Le cas extrême étant Wikipédia, où il est mis à jour, il peut être mis à jour toutes les 20 secondes. Et il peut être mis à jour donc, à un rythme différent. On peut corriger, on peut l'améliorer, on peut le commenter. Donc ça devient un texte tout à fait vivant. La phonétique, la transcription phonétique devient une prononciation, un mot prononcé, ou éventuellement de la synthèse vocale. Donc il y a déjà beaucoup d'objets en fait dans les versions numériques qui sont des transpositions d'objets qui existaient dans les dictionnaires papier. Et il y a des objets il y a aussi des objets numériques qui rendent d'une certaine façon un petit peu caduques des objets qui étaient en papier. Typiquement, le fait de pouvoir conjuguer n'importe quel verbe à tous les modes et à tous les temps. Je ne dis pas que ça rend caduque le système des verbes modèles, mais ça a quand même une valeur ajoutée vraiment considérable et les dictionnaires papier auraient bien aimé depuis toujours mettre la conjugaison de tous les verbes, mais ils ne pouvaient pas pour des raisons de place. Donc là, c'est typiquement un cas où ça remplace en fait un équivalent papier. Alors, quel nouveau contenu ? Il y a un peu, à mon avis, deux types de contenus, entre guillemets. Il y a le contenu, disons, qui sont des données. L'autre type, je parlerai juste après, qui sont les contenus qui sont en fait plutôt des fonctionnalités, que je considère les fonctionnalités comme un contenu. Donc les contenus de type données, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des nomenclatures étendues, c'est-à-dire plus de mots. Donc on peut augmenter le nombre de mots, j'y reviendrai après, c'est pas forcément pertinent, c'est pas forcément utile. Par contre, il y a des domaines où ça fonctionne très très bien, comme les dictionnaires terminologiques, comme le GDT. Donc, ça peut être tout à fait pertinent dans certaines applications, ça peut l'être beaucoup moins dans d'autres, où vous n'allez pas rajouter 100 000 mots dans un dictionnaire pour enfants, ça n'a aucun sens. On peut se dire qu'on pourrait regrouper, fusionner des dictionnaires, par exemple regrouper ou fusionner des dictionnaires spécialisés ou terminologiques. On pourrait regrouper dans un même dictionnaire toutes les variétés d'un usage linguistique et on mesure l'ampleur du travail que ça peut représenter. On pourrait dire qu'on fusionne des dictionnaires anciens, par exemple, dans des dictionnaires modernes, ou même fusionner des dictionnaires monolingues et multilingues. Donc là, la difficulté, elle n'est pas technique et informatique, la difficulté, elle est surtout de trouver un système dans lequel la mise en scène de ces contenus soit porteuse de sens et soit vraiment utile au lecteur. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là aussi, il y a vraiment un travail de conception éditoriale à imaginer, qui n'est pas encore très développé jusqu'à présent. Il y a d'autres types d'objets qu'on peut imaginer, il y a des tentatives, par exemple tout ce qui est représentation graphique me semble tout à fait intéressant. Il y a des dictionnaires sur Internet, par exemple, avec une représentation graphique des synonymes, qui sont des choses tout à fait intéressantes et des objets, disons, nouveaux. Il y a tout ce qui est métadonnées, c'est-à-dire des choses qui sont des descripteurs, en fait, en quelque sorte métalexicographiques, mais ça peut être aussi tout simplement des index de recherche, des index de mots-clés, par exemple l'index des titres d'œuvres d'un dictionnaire, l'index des auteurs qui peuvent apparaître, etc. Et puis, bien sûr, le sujet le plus difficile, c'est bien sûr d'imaginer des nouvelles descriptions lexicographiques
Et là, on en a vu un exemple ce matin avec Francus qui, à mon avis, quand même, a introduit des choses nouvelles, justement, en tenant compte des possibilités du support numérique. Mais évidemment, c'est une tâche extraordinairement difficile. Je rappelle, bien sûr, mais c'est une évidence, que c'est un travail extraordinairement difficile de rédiger un dictionnaire. Et comme le dit souvent Alain Ray, on s'arrête souvent à la première lettre, enfin à la préposition « a », qui est le deuxième mot du dictionnaire. Alors, bien sûr, un des aspects qu'il faut absolument prendre en compte, c'est les coûts. Puisque créer des nouveaux contenus, c'est évidemment formidable, mais ça représente des temps d'élaboration, de sélection. Ça peut être même des coûts simplement pour l'acquisition. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter 1000 images dans un dictionnaire numérique, eh bien, c'est compliqué, surtout si vous voulez avoir des images un peu contemporaines, d'architectes contemporains, d'auteurs de bande dessinée, etc. Donc, la création de nouveaux contenus pour les dictionnaires numériques, en tout cas pour les éditeurs privés, représente un challenge au niveau des investissements et des coûts. Alors, un nouveau type de contenu, si on peut dire, ce sont les fonctionnalités. Je passe très rapidement, mais j'ai tendance à considérer la fonctionnalité comme un contenu, ou plus exactement, une fonctionnalité qui est en apparence purement informatique, peut d'une certaine façon apporter un contenu ou apporter une valeur. Donc, typiquement, par exemple, la navigation hypertexte ou les hyperliens, qui est au départ une fonctionnalité purement informatique, peut être porteuse de sens, peut apporter vraiment, par exemple, elle crée des parcours à l'intérieur du dictionnaire, et ces parcours représentent d'une certaine façon une certaine mise en scène des contenus, donc c'est un contenu d'une certaine façon. Les fonctionnalités de tout ce qui relève du traitement automatique des langues peuvent apporter aussi beaucoup au dictionnaire. Ce qu'on appelle maintenant, c'est à la mode, les données massives, le big data, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été exploré pour les dictionnaires, mais qui pourrait être intéressant parce qu'on se rend compte, par exemple, dans le monde scientifique, que le fait d'arriver à gérer des données massives venant d'Internet permet de générer en fait de nouveaux types d'informations. Donc pour les dictionnaires, évidemment, le fait qu'on ait à disposition un corpus absolument colossal d'occurrences de mots dans une langue pourrait générer d'autres types d'objets qui seraient intéressants dans les dictionnaires. La traduction automatique, c'est une fonctionnalité, mais en même temps, c'est un contenu. Donc, comment est-ce qu'on l'intègre au dictionnaire, etc. Je passe un petit peu vite. La source des contenus aussi, ça me paraît quelque chose d'important dans la conception des futurs dictionnaires numériques. Traditionnellement, les contenus papier, évidemment, étaient des contenus éditorialisés. Donc, c'est une équipe de spécialistes qui travaillaient pendant un certain temps pour préparer ces contenus. Mais il y a d'autres outils maintenant à disposition. On peut analyser des corpus, on peut interroger des bases de données qui peuvent être externes, on peut faire des liens. Il y a les contenus collaboratifs, donc les contenus créés par les utilisateurs. Donc je verrais plutôt, disons, le rôle futur du dictionnaire numérique comme une sorte d'agrégateur intelligent de contenus qui peuvent être des contenus éditorialisés, créés par des éditeurs ou vérifiés par des éditeurs ou par une communauté d'auteurs, disons, des contenus qui peuvent provenir des utilisateurs eux-mêmes, des contenus qui peuvent venir du web de manière très très large, et des contenus qui peuvent venir de bases de données particulières. Ça peut être des banques d'images, ça peut être toutes sortes de choses. Donc le dictionnaire sera sans doute amené à devenir une sorte d'agrégateur en fait, de contenu avec des contrôles éditoriaux pour donner un sens à tout ça. Alors ça, c'est juste un petit transparent pour montrer quelque chose qui me semble important. C'est est-ce que plus c'est mieux, évidemment, puisque donc, dans les dictionnaires numériques, on n'est pas limité. Donc c'est un petit exemple dans lequel vous voyez une copie d'écran en haut à gauche de l'article Molière dans le dictionnaire numérique Le Robert Collège. La page correspondante dans le petit Robert des noms propres, donc qui est déjà à peu près 4 fois plus grosse, et la page à droite qu'on évidemment ne peut pas visualiser dans Wikipédia. Donc, est-ce que plus c'est mieux? Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que je peux faire vraiment avec les informations qu'il y a à droite? Qu'est-ce qu'un écolier peut en faire? À qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un qui cherche une information, qui veut vérifier une information? Et je pense que la notion de calibrage ne doit pas être oubliée dans la conception des dictionnaires numériques. Ce n'est pas parce qu'on a la place qu'on doit forcément mettre le maximum des choses. Il y a au contraire, je dirais, la tâche est encore plus dure pour calibrer, sélectionner, choisir
Et je pense que les internautes, d'une manière générale, face à la profusion d'informations, au contraire, plus ça va aller, plus ils vont être à la recherche d'endroits ou d'objets éditoriaux dans lesquels, justement, il y a des gens compétents qui ont fait une sélection et qui disent ça c'est important, ça c'est moins important, et pour éviter d'avoir toutes les choses au même niveau. Donc je m'arrête là. Voilà, c'était quelques réflexions sur la problématique de quoi mettre dans les dictionnaires, comment construire des nouveaux outils. Évidemment, il y a beaucoup de questions à se poser et beaucoup de travail pour nous et les suivants. Merci.